Dans cette vidéo du chapitre 38 de mes notes de cours, on résout une autre situation dans la section 3.7 de Séguin sur la mise à la terre. La situation 3, à laquelle on va intégrer également la question instantanée 1, situation qui s'intitule un circuit à 3 piles et dont on peut prendre connaissance aux pages 266 et 267 en ce qui concerne la question instantanée 1. Après une première lecture, on va identifier nos données et on va refaire le schéma qui nous est fourni, un schéma de fourni, mais on va le refaire pour faciliter l'analyse. Donc, on nous donne 3 piles, un circuit qui a 3 piles. Donc, je les ai identifiées comme elles étaient identifiées sur le schéma. Donc, 3 forces électromotrices, 1, 2, 3, de 4, 8 et 5 volts. C'est un circuit qui avait 3 résistances qui étaient identifiées R1, R2 et R3, de 2, 4 et 3 ohms. À la situation 3, on nous demandait quel était le courant dans les 3 résistances et à la question instantanée, le courant dans les 2 piles. Donc, on me demande le courant partout, grandeur et sens. Prochaine étape, on va redessiner notre circuit. Pour ce faire, j'identifie toujours la pile principale de mon circuit pour commencer mon dessin. La pile principale étant la pile qui a la plus haute force électromotrice. C'est sûr que cette pile-là va gagner, sauf exception, dans le sens que si jamais il y en aurait 2 qui lutteraient contre elle, comme la 4 puis la 5 seraient vraiment en opposition à la 8, ben 9 volts pourrait gagner. En tout cas, habituellement, la plus haute gagne et c'est elle qui va imposer initialement là, un certain courant dans le circuit. Et c'est elle que je choisis pour dessiner à l'extrême gauche de mon circuit. Et là, je commence à suivre le circuit qui est dessiné dans le livre de Séguin. La première chose, je m'aperçois que je vais avoir un choix de chemin pour aller dans une résistance et ailleurs, mais je vais avoir un choix de chemin aussi qui m'amène dans une autre pile. Essayez de voir ça sur le dessin. Là, je peux partir de E2 et passer dans le bon sens de E1. Et ça, ben, c'est gagnant. Ça veut dire que j'élève 2 fois le potentiel, l'énergie. Fait que ces 2 piles-là sont comme en série pour aller élever mon circuit à son plus haut potentiel en haut complètement. Je vais continuer par en haut. Après avoir passé E1 à la sortie de la pile 1, je vais avoir un choix. Je peux redescendre dans R1 ou je peux descendre dans R2 qui va être dessiné ici en arrière. Puis aussi, je me rends compte que quand je descends justement dans R1, après R1, je peux revenir à la pile E2. Fait que vous voyez ça sur le circuit, on se prend des crayons traceurs surligneurs de couleur s'il faut, mais vous voyez, je redescends dans R1 et je peux me rebrancher entre les 2 piles. Et là, après ça, avec notre crayon surligneur, il faut décider si on continue à dessiner à partir d'ici, parce qu'il y avait une autre option à la sortie d'R1, ou si je continue justement à finir mon chemin ici qui passait dans R2. À la sortie de R2, entre autres, je m'apercevais que je pouvais revenir à la pile E2. Donc, avec un surligneur jaune, je peux tracer ça sur le schéma qui a été dessiné par celui qui me proposait le problème. Donc, vous voyez, à la sortie de R2, je reviens et je boucle pour un retour à E2. Il y avait à la sortie de R1 que je n'avais pas fini de dessiner. Regardez bien le dessin que je vous ai fourni à la sortie de R1. La sortie de R1, j'ai un chemin qui me permet d'aller à la grande borne de E2, trouver ça sur le chemin. Puis j'ai un chemin aussi, fait que le chemin qui est ici me permet aussi d'aller à la borne négative petite de E1. On voit ça sur le dessin. Et j'ai une troisième option qui est d'aller passer dans une autre résistance R3. Donc, à la sortie de R1, j'ai un chemin possible pour m'en aller vers R3. Après avoir traversé R3, c'est là que j'ai un branchement unique pour aller passer dans E3, mais elle est dessinée dans ce sens-là. Donc, si moi, je prends pour acquis que les courants vont descendre, après avoir eu le plus haut potentiel, les courants vont descendre, ben, j'ai l'impression qu'à cet endroit-là, le courant va descendre et charger la pile au lieu de la décharger. Puis la sortie de E3, je voyais qu'elle rejoignait la sortie de E2 et la sortie de R2. Donc, mon dessin est conforme. Ce qui est caché encore, c'est probablement les courants que je veux trouver. Les courants dans les résistances, c'est les plus faciles à identifier. Donc, j'ai mis I1 qui passe dans R1 ici. J'ai mis R2. Donc, ce courant-là, I2, c'est le courant qu'il y a dans toute cette branche-là. I1, c'était le courant qu'il y avait jusqu'ici. I3, ben, c'est le courant qu'il y a ici et qui passe en même temps dans la pile E3. Encore une fois, il faut voir, dans le fond, que j'ai identifié des courants jusqu'ici, j'ai identifié des courants là, j'ai identifié un courant là, mais je n'ai pas identifié le courant qui passe dans cette branche-là. Sur cette branche-là, j'ai exclusivement la pile 2, donc j'ai identifié comme le courant
pas juste 2 parce qu'il est en conflit avec ça, mais le courant de la pile 2. Même chose, il me reste le courant qui circule ici, qui n'a pas été traité encore. Et c'est un courant qui circule exclusivement dans la pile 1, mais pour pouvoir être en conflit avec I1, je l'ai appelé I, force électromotrice 1. J'ai donc mis sur mon schéma toutes les données et je l'ai redessiné pour qu'il soit facile d'analyse. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, souvent j'ajoute les plus là, pour montrer que c'est de ce côté-là que théoriquement, il y a le plus de potentiel électrique. Je viens de dire théoriquement. Puis tantôt, je pense que je l'ai dit aussi, je pense que I3 va circuler dans le sens contraire de la pile E3. Je peux faire des erreurs. Quand je redessine comme ça, puis que je fais des hypothèses de départ, je pourrais faire une erreur. Je pourrais faire tous mes calculs, puis là, je respecte mes polarités, etc. quand je pense à mes équations. Mais si jamais la calculatrice me retournait un courant qui est négatif, alors que moi, mon analyse est faite pour pas qu'il y ait de courant négatif, si elle me retourne un courant qui est négatif, par exemple, ça veut dire que je me suis trompé pour ce courant-là. Il circulait dans le sens contraire. Ça n'existe pas un courant négatif, il faut juste que j'inverse mon dessin. Ça aurait inversé mes équations, puis j'aurais arrivé avec une réponse positive à la fin. Autre remarque que j'aimerais faire, c'est un circuit particulier. J'aime pas ça proposer des situations particulières qui s'appliquent juste à un type de circuit et pas à d'autres. Séguin, on peut avoir l'impression que la solution de Séguin est plus simple, parce que là, lui, il a pris un raccourci, il a dit « Hey, dans ce circuit-là, je connais tous les potentiels. À tous les nœuds, je connais le potentiel parce qu'il se calcule facilement. » Exemple, si je décide, comme dans Séguin, de mettre la mise à la terre ici, j'ai un potentiel de 0, bien, je connais le potentiel au nœud ici, C. Parce que avec la loi pas la loi, mais qu'on peut toujours calculer le potentiel d'un point à partir d'un autre en faisant nos différences de potentiel, mais je pars de 0, je m'élève de 2 de 8 volts. Le potentiel ici, c'est 8 volts. Et d'ailleurs, c'est le même potentiel partout sur cette ligne-là, tant que je ne traverse pas d'autres résistances ou d'autres éléments, j'ai 8 volts sur toute cette chose-là. Puis je pourrais connaître le potentiel en haut, que j'appelle D, qui serait le potentiel sur toute cette ligne-là, tant qu'elle ne traverse pas autre chose. Bien, c'est le potentiel au point C, qu'on avait dit qui était égal à 8 volts. Puis je traverse E1, donc le potentiel ici est 12 volts. Puis je pourrais connaître le potentiel ici, en partant de 0, j'élève de E3, donc j'élève de 5 volts, je connais le potentiel E. C'est pas toujours le cas. À minute qu'il y aurait eu 2 résistances en série, cette stratégie-là, ce raccourci-là ne fonctionne plus. Donc c'est un circuit qui permettait un raccourci. Moi, j'aime pas ça, enseigner une méthode qui fait juste dans certaines situations. Donc je ne le porte pas tout à fait comme Séguin. Je vais y aller de façon plus rigoureuse, quoique quand on lit les calculs de Séguin, des fois il y a des calculs faits sous forme d'une formule, puis des fois il y a des calculs faits dans la phrase. Bien, toutes les équations en vert que je vais avoir développées, Séguin mentionne ces calculs-là soit de façon explicite ou soit dans sa phrase. Il n'y a pas de secret, là, on passe à travers les mêmes concepts, même si des fois on prend des raccourcis. Bon, quand il y en a beaucoup comme ça, malgré qu'il y ait un point d'interrogation, mais il y a 5 courants, il y en a-tu un mieux qu'un autre? C'est pas toujours évident, surtout quand j'ai pas d'expérience. Donc j'ai été par ordre chronologique. J'ai dit je vais calculer le courant I1 en appliquant la loi d'Ohm pour cette résistance-là, parce que I1 passe dans la résistance R1. La loi d'Ohm appliquée à cet endroit-là, mais ça va être le delta V1 multiplié par R1 qui est connu, 2 ohms fois I1. J'ai une équation, mais 2 inconnus dedans. Et là, je vais faire des différences de potentiel ou des potentiels par rapport à un autre point en fixant justement ma mise à la terre égale à 0. C'est peut-être pas la première affaire que j'ai écrite, parce que là, j'ai plus essayé de régler delta V1, qui était ma deuxième inconnue dans mon équation. Dire, ben, je vais faire une différence de potentiel entre 2 points. Évidemment, je vais faire delta V1, donc le côté du plus de V1, c'est VD, puis le côté au potentiel moins élevé de V1, c'est le potentiel B. Donc, c'est VD moins VB, deuxième équation, à 4 inconnus. Évidemment, quand je commence à créer des potentiels comme ça, ben, ça va être toujours par rapport à une référence. Ma référence avait été fixée à 0, donc VA est égal à 0. Ça aurait pu apparaître immédiatement plus tard, mais à un moment donné, il va falloir que je l'écrive, que VA est égal à 0 à cause du choix de la mise à la terre. Donc, c'est ma troisième équation, 5 inconnus. Dans les faits, c'est plutôt VD que je voulais traiter. Et là, je vais y aller par le potentiel d'un point final par rapport à un point initial
en passant par la somme des potentiels intermédiaires que je rencontre en faisant ce chemin-là. Donc là, je veux calculer, j'ai dit VD. Je vais partir d'un potentiel connu, VD. Je peux partir de VA, c'est le seul que j'ai fixé, donc, puis avoir deux élévations de potentiel pour arriver à VD. Donc, ça va être VA, plus je passe à travers la pile ici, donc je gagne 8 volts, E2, et je passe à travers l'autre pile E1 pour arriver à VD, donc je gagne aussi 4 volts. Je viens d'écrire ma quatrième équation et je n'ai pas élevé mon nombre d'inconnus. VA était déjà mentionné, puis ça, c'est des chiffres. J'ai réglé VD, mais il faut que je règle aussi VB. Donc, j'applique la même équation sans le répéter, potentiel d'un point par rapport à un autre pour VB. Je pars, je vais aller à VB. Je pourrais tout simplement dire qu'il était égal à VC, qui est caché là, à l'intérieur du VD du calcul précédent. Je veux dire, je pars de VA, puis je m'en vais à VC si on veut. VC puis VB, c'est le même point. Donc, je pars de VA, où j'écris 0, où j'écris VA, c'est la même chose. Plus juste une élévation de pile, puis je suis rendu au potentiel que j'ai partout à cet endroit-là, donc plus 8 volts. Donc, c'est ma cinquième équation, 5 inconnus. Donc, rendu là, déjà, je suis rentré ça dans une calculatrice, j'obtiendrai I1. Je m'attaque donc maintenant à I2, loi d'Ohm pour I2. Donc, delta V2, ça va être R2 connu 4 ohms fois I2. Donc, ma sixième équation, je recommence mon calcul d'inconnu. Je pourrais me repartir aussi et dire que c'est la première et la deuxième inconnue, mais là, je vais continuer à faire mon incrémentation tout simplement. Ça me prend une autre équation pour delta V2, c'est ce que j'ai trop dans mon équation. C'est la même stratégie que tout à l'heure. Là, je fais la différence de potentiel entre deux points, comme on avait fait ici. Mais pour ici, donc le potentiel le plus élevé, ça va être VD, puis le potentiel le moins élevé, ça va être VA. Donc V2 va être égal à VD moins VA. C'est une nouvelle équation et toutes ces valeurs-là ont déjà été mentionnées, calculées, même si on ne fait pas nos calculs. Donc c'est une septième équation sans nouvelle inconnue. Tous les calculs sont faits pour calculer, sont prêts pour calculer I2. Je passe maintenant à I3. J'applique la loi d'Ohm pour I3. Donc, delta V3, c'est R3 fois I3. Je monte d'une équation, mais de deux inconnus. Même stratégie, je vais trouver une équation pour delta V3 à partir des différences de potentiel. Donc, je m'en vais pour borne de R3, mais je m'en vais voir delta V3, c'est ce que j'avais ici. Du côté de la plus haute polarité, c'est VB, puis l'autre côté, c'est VE. Donc, delta V3, pour moi, c'est VB moins VE. Ma neuvième équation. VB, j'avais déjà un chiffre, mais VE, j'ai pas de chiffre. Donc, dixième inconnu. Et si c'est ce qui me manque, c'est VE, je vais faire VE par rapport à un autre point. Donc, je vais voir VE, il est où? Il est facile à calculer par rapport à VA. Donc, je pars de VA, puis c'est une élévation de potentiel à travers la pile, plus E3, plus 5 volts. Donc, 10 équations à 10 inconnus. I3 est réglé. Je peux le calculer et le traiter. Il me reste les deux courants dans les piles. Je ne peux pas passer par les lois d'Ohm parce que je passe dans les piles. Je peux regarder si la loi des nœuds pourrait m'aider. Quand je vais vouloir connaître I2, si je le fais ici, je vais avoir à la fois mon inconnu I2 puis I1. Si je le fais au nœud plutôt en bas ici, dire que I3 s'additionne à I2. Hein, les deux branches ici arrivent puis forment IE2. Donc, ces deux courants-là devraient me donner ce courant-là. Ces deux courants-là sont connus. De l'autre côté, j'ai dit qu'ici, c'était pas gagnant parce que j'avais à la fois mes deux courants inconnus, mais sur le nœud d'en haut, sur le nœud correspondant à D, j'ai I1 qui rentre, puis j'ai deux courants qui sortent. Donc, I1 plus I2 va correspondre à I1. C'est ce qui est fait à la page suivante. Donc, 2 fois la loi des nœuds, la somme des courants sortants est égale au courant entrant. Je le fais au nœud D en premier, donc le nœud d'en haut. Les deux courants sortants, c'est I1 puis I2, puis le courant rentrant, c'est IE1. Excusez. Donc, I1 plus I2 est égal à IE1. J'ai 11 équations, 11 inconnues, parce que toutes les équations précédentes nous permettaient d'obtenir des chiffres pour I1 et I2. Et après ça, j'ai fait la même chose, mais au nœud A. Donc, si on retourne sur le dessin, le nœud A est en bas complètement, mais il y avait deux courants entrants dans tout ce nœud-là, puis un courant sortant. Donc, IE2 est égal à
I2 plus I3, c'est ma 12e équation à 12 inconnus, et tout ça est rentrable dans une calculatrice, gros système d'équations que j'aurais pu traiter en faisant des résultats intermédiaires, mais c'est comme je veux. Et les mathématiques ici sont à refaire, donc ne les regardez surtout pas. Quoique, petite remarque, quand on veut se vérifier au besoin, on n'utilise jamais toutes les lois des nœuds, souvent, un problème. Donc, justement, je pourrais utiliser le nœud B qui me faisait peur. Maintenant que j'ai mes chiffres, évidemment, j'ai les réponses, puis vérifier que je balance, que je n'ai pas commis d'erreur. Donc, souvent, il y a un nœud supplémentaire qui peut permettre de vérifier. Et on s'en rend pas compte, mais dans le fond, on fait des mailles. C'est rien qu'on ne fait pas des mailles complètes. Donc, on applique la loi des mailles. Mais là, je ne l'ai jamais appliqué au complet. Je pourrais faire une vérification en disant, quand je fais le tour d'une maille, je suis supposé de revenir, la somme des delta V est égale à 0. Donc là, toutes les mailles me permettraient de me vérifier.